Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie de l'aménagement indispensable pour être autonome avec son véhicule aménagé, le circuit d'eau. Avoir une réserve d'eau dans son véhicule aménagé, c'est vraiment un prérequis pour ne pas dépendre des campings en road trip et son installation, elle est d'ailleurs réglementée par la norme NFEN 16461. Mais bien évidemment, cette autonomie, elle restera toujours relative car il faudra régulièrement penser à aller remplir la cuve d'eau propre et à vider les eaux grises dans des lieux prévus à cet effet. Comme dans toutes les parties de l'aménagement, il y a presque autant de possibilités que de véhicules aménagés et avant d'aller plus loin, on vous conseille vraiment de réfléchir à vos besoins en eau, ça vous aidera pour la suite de la réflexion. Pour estimer sa consommation en eau, il faut prendre en compte l'entièreté des moments où on va utiliser de l'eau au quotidien, c'est-à-dire pendant la douche, la vaisselle, l'eau pour la cuisine, l'eau qu'on va boire, l'eau des toilettes si vous installez des toilettes chimiques, et toutes les petites dépenses en eau qui vont pas être négligeables à la fin de la journée, le brossage des dents, le lavage des mains, etc., etc. C'est très difficile de vous donner une formule de calcul pour estimer votre consommation d'eau car celle-ci, elle est très dépendante de vous. Tout le monde va pas utiliser la même quantité d'eau pour se doucher ou pour faire la vaisselle par exemple. D'ailleurs, pendant notre tour d'Europe, on s'est rendu compte que c'était pas forcément les douches qui consommaient le plus d'eau pour nous, c'est plutôt la vaisselle, car la vaisselle on va la faire 3 fois par jour, alors que les douches on va en prendre tous les 2-3 jours en voyage. Après, pour essayer d'estimer grossièrement votre consommation, vous pouvez compter entre 5 et 10 litres d'eau par douche, entre 1,5 et 2 litres d'eau potable par personne par jour, et autour de 3 litres d'eau par vaisselle. Pour vous donner une idée, dans notre précédent fourgon, on avait installé une cuve d'eau propre de 90 litres et en faisant attention, on arrivait à la faire tenir pendant 5 jours en prenant une douche tous les 2-3 jours. Par contre, dès qu'on relâchait notre attention, notamment sur la vaisselle, ça allait très vite et en 3 jours, la cuve était vide. En tout cas, si vous voulez pas vous retrouver à faire le plein d'eau tous les jours, vous allez devoir faire attention à votre consommation d'eau et être plus économe qu'à domicile. Et la vie en van, c'est d'ailleurs un bon exercice pour être conscient de sa consommation d'eau. Pour être tranquille et contourner un petit peu tout ça, vous pouvez être tenté d'installer une énorme réserve d'eau, mais attention par rapport à la surcharge en poids du véhicule. Même dans le cas d'une installation la plus simple possible, 5 éléments vont être indispensables à son bon fonctionnement. Une réserve d'eau propre, qui peut prendre la forme d'un jerrycan ou d'un réservoir, une pompe qui va venir prélever l'eau dans la réserve d'eau propre et la distribuer dans le reste du circuit, un robinet, un évier et une réserve d'eau sale, qu'on appelle aussi les eaux grises, sous la forme d'un réservoir ou d'un jerrycan. En fonction de l'autonomie en eau et de la quantité d'eau que vous souhaitez avoir à bord, vous pouvez choisir soit un jerrycan, soit un réservoir. Dans tous les cas, on vous conseille de choisir un matériau de qualité alimentaire, surtout si vous souhaitez boire l'eau de votre cuve. On vous conseille également de mettre cette réserve d'eau propre à l'intérieur du véhicule pour éviter les problèmes de gel en hiver. Au niveau des capacités en eau à prévoir, si vous installez une douche dans votre véhicule, alors on vous conseille à minima d'installer 90 litres d'eau propre. Si par contre vous êtes économe en eau et que votre réserve d'eau ne vous sert que pour la vaisselle et la cuisine, alors 40 litres d'eau ça devrait suffire. Dans cette configuration, vous pouvez réfléchir à installer 2 jerrycans de 20 litres plutôt qu'un seul grand et unique réservoir de 40 litres. Le gros avantage des jerrycans, c'est qu'il est facile de les sortir pour pouvoir les remplir à n'importe quelle source d'eau. Et en plus, ce sera aussi facile de les nettoyer régulièrement, contrairement aux gros réservoirs où pour les remplir, il faudra avoir accès à un robinet pour pouvoir utiliser un tuyau d'eau. Attention cependant, si vous souhaitez installer un réservoir d'eau d'une capacité supérieure ou égale à 100 litres d'eau, il faudra impérativement qu'il soit équipé de brise-flots. Donc pour éviter l'achat de ce type de réservoirs qui sont souvent très chers, vous pouvez tout à fait combiner 2 plus petits réservoirs que vous raccorderez ensemble. Et après le réservoir, le deuxième élément indispensable de votre installation d'eau, ce sera la pompe. Il en existe plusieurs types, les pompes à eau manuelles, les pompes à eau immergées et les pompes à eau automatiques. Les pompes à eau manuelles, elles n'ont pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner, donc elles sont très pratiques, surtout si vous souhaitez une installation d'eau assez simple, car il suffira de la relier entre votre cuve d'eau propre et votre robinet. Et pour avoir de l'eau au robinet, il suffira d'activer la pompe en général avec le pied. Ce type de pompe, c'est une bonne solution pour les systèmes simples uniquement car on ne pourra pas l'utiliser pour prendre une douche par exemple. Les pompes à eau immergées sont des pompes assez bon marché, elles sont alimentées en 12 volts et s'installent directement dans la réserve d'eau propre du véhicule.
Ces pompes immergées sont particulièrement recommandées, surtout si vous utilisez des jerrycans. Si le jerrycan est vide, il suffit de sortir la pompe pour aller le remplir et de la glisser à nouveau dedans quand il sera plein. De la même manière, si vous utilisez plusieurs jerrycans, il suffit de déplacer la pompe de l'un à l'autre lorsque le premier est vide. Pour pouvoir utiliser une pompe immergée, il faudra néanmoins prévoir un robinet avec contacteur qui allumera électriquement la pompe à l'ouverture du robinet. Ces pompes immergées sont généralement très fiables, mais elles craignent cependant une chose, c'est de tourner à vide, donc il faut faire très attention à l'utilisation. Ces pompes ont généralement un très bon débit, mais une pression faible, donc elles sont plus adaptées à une utilisation dans des circuits simples. Contrairement aux pompes à eau immergées, les pompes à eau automatiques sont placées à côté du réservoir. Elles sont équipées d'un pressostat qui permet de les allumer automatiquement dès qu'il y a une chute de pression dans le circuit, autrement dit dès qu'un robinet est ouvert. Ces pompes à eau sont les plus communes dans les véhicules aménagés et elles sont particulièrement adaptées aux réservoirs d'eau fixes et aux installations d'eau les plus complexes. Mais attention, car leur avantage peut devenir un terrible défaut en cas de fuite d'eau. Lorsque vous avez une fuite d'eau sur votre réseau d'eau, ça va se traduire par une perte de pression dans le circuit. Donc là, vous voyez venir la suite. La pompe va s'activer et va vider le réservoir par la fuite d'eau. C'est pourquoi on conseille toujours avec ce type de pompe d'installer un interrupteur qui va permettre de couper entièrement la pompe lorsqu'on ne s'en sert pas. Contrairement aux pompes à eau immergées, ce type de pompe peut généralement tourner à vide sans problème. Et au-delà de leur technologie, les pompes à eau sont caractérisées par deux propriétés, leur débit en litres par minute et leur pression en bar qui sont souvent confondues. Le débit, c'est la caractéristique la plus importante, c'est la quantité d'eau qui va traverser la pompe pendant un temps donné. En gros, ça signifie que plus le débit de votre pompe sera élevé et plus vite vous remplirez votre casserole ou votre gourde. On vous conseille de choisir une pompe avec un débit situé entre 7 et 12 litres par minute. Ce sera largement suffisant pour un véhicule aménagé où vous aurez rarement deux robinets ouverts à la fois. Et surtout, n'oubliez pas que plus le débit de votre pompe sera important et plus votre réservoir d'eau se videra vite. Attention cependant, car ce débit il est calculé à vide, c'est-à-dire en sortie de pompe sans pression. Plus le circuit sera long et complexe, et plus le débit en sortie de robinet sera réduit, et c'est là qu'intervient la pression. La pression, elle est exprimée soit en bar, soit en PSI, et elle correspond à la force qui va être exercée par l'eau sur une surface. Concrètement, quand vous mettez votre doigt sur un robinet ouvert, c'est la pression qui appuie sur votre doigt. Plus la pression du réseau sera forte et plus il sera compliqué de bloquer l'eau. Le passage de l'eau dans un circuit va entraîner des pertes de charge qui vont être liées à la friction de l'eau avec les tuyaux, le passage des différents raccords ou des filtres, la différence d'altitude, etc. Et la pression, ça va être en quelque sorte la force qui va être donnée par la pompe à l'eau pour contrer toutes ces pertes. Si la pression en sortie de pompe est trop faible par rapport à cette perte de charge, alors l'eau aura du mal à arriver, voire n'arrivera pas du tout au robinet. Le débit sera donc faible, voire nul. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on ferme le robinet. On va fermer le circuit, le débit va devenir nul et la pression va augmenter jusqu'au maximum de la pompe. Vous pouvez donc être tenté de choisir une pompe avec une très forte pression, cependant ce n'est pas la solution, car les circuits d'eau des véhicules aménagés ne sont pas adaptés pour contenir une aussi grande pression et vous risqueriez d'avoir des fuites au niveau de vos raccords. Il faut également faire attention à la pression maximale acceptée par les différents équipements. Par exemple, le chauffe-eau Truma B10 autorise une pression maximale de 2,8 bars, contrairement au chauffe-eau Pudman basse pression, qui autorise une pression maximale de 0,49 bars. On vous conseille de partir sur une pompe avec une pression maximale de 1,5 bar, ce qui sera largement suffisant pour un véhicule aménagé. Mais attention, sur les pompes automatiques, on peut retrouver deux valeurs, la pression maximale de la pompe et la pression du pressostat. C'est cette seconde valeur qui est vraiment importante, car la pompe va se couper dès qu'elle va atteindre la pression du pressostat. Juste après la pompe, il est possible d'installer un vase d'expansion. Son rôle, ça va être de réguler la pression dans le réseau et ainsi d'éviter les à-coups au robinet. Le vase d'expansion, il va stocker une petite quantité d'eau grâce à un système de membrane et c'est ça qui va éviter les à-coups au robinet. Le vase d'expansion, il va ainsi permettre de préserver la pompe et d'augmenter sa durée de vie. Quand on va faire couler un tout petit filet d'eau au robinet, c'est le vase d'expansion qui va travailler et la pompe, elle prendra le relais que lorsque le vase d'expansion sera suffisamment vide. Avec une pompe immergée qui a généralement un bon débit mais une pression faible, le vase d'expansion ne va pas être nécessaire. Son utilisation va plutôt être destinée aux pompes automatiques. Évidemment, selon votre aménagement et vos points d'eau prévus, il faudra prévoir les équipements nécessaires, robinet, évier, bac de douche, etc. Qui dit réservoir d'eau propre, dit également réservoir d'eau grise, donc c'est-à-dire les eaux sales, les eaux usées, car oui, c'est pas du tout une option de rejeter ces eaux usées dans la nature,
Et l'utilisation de produits biodégradables, ce n'est pas du tout une excuse. En effet, un produit biodégradable, il ne l'est que dans un environnement favorable et pas forcément dans l'eau par exemple. En plus, les produits biodégradables le sont rarement jusqu'à 100% et ils peuvent prendre jusqu'à 6 mois pour se dégrader. On vous laisse donc imaginer les dégâts sur la nature si tous les vanlifers qui passent sur un spot rejettent leurs eaux grises au même endroit. Pour la petite analogie, aujourd'hui la plupart des sacs plastiques sont biodégradables et pourtant ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de les jeter dans la nature et heureusement car ils ne se décomposeraient pas correctement et ça finirait vraiment par polluer. Et en plus, rejeter vos eaux même propres dans la nature, ça donnera une bien mauvaise image car tout le monde pensera que ce sera des eaux sales. Bref, revenons maintenant au réservoir d'eau grise. La contenance de ce réservoir doit être au moins égale à 50% de la capacité d'eau propre pour l'homologation VASP. Et contrairement au réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau grise est généralement situé sous le châssis. L'évacuation des eaux grises, elle se fait par gravité, donc il faut vraiment que ce réservoir soit le plus bas possible. Et puis le gel, c'est pas vraiment un problème pour ce type de réservoir. Mais bien sûr, si vous utilisez un système de jerrycan avec un seul évier, vous pouvez tout à fait mettre votre jerrycan d'eau sale directement à l'intérieur du véhicule, sous l'évier. Et bien évidemment, pour pouvoir être en mesure de vider ce réservoir d'eau grise, il faudra y installer une vanne de vidange. Pour faire le plein d'eau, une coupelle de remplissage va être nécessaire. Elle va généralement être installée sur la tôle à l'extérieur du fourgon et reliée au réservoir avec un tuyau de gros diamètre. Le gros avantage de cette configuration avec la coupelle de remplissage située à l'extérieur du véhicule, c'est qu'il va être très facile de faire le plein d'eau. Quand le réservoir d'eau sera plein, alors l'eau va déborder par la coupelle de remplissage. En effet, il n'y a pas d'arrêt automatique de remplissage pour les réservoirs d'eau comme ça peut être le cas pour les réservoirs de carburant sur un véhicule. Il est aussi possible de placer la coupelle de remplissage à l'intérieur du véhicule, que ce soit directement sur le réservoir ou déporté, mais l'inconvénient principal, c'est que quand ça débordera dans le véhicule. Pour les tuyaux, vous avez deux choix, les tuyaux souples et les tuyaux PER. Nous, on vous conseille plutôt de partir sur des tuyaux souples, car leur installation elle est facile et ils ne nécessitent pas d'équipement spécifique, contrairement aux tuyaux PER. Par contre, faites attention à bien choisir des tuyaux armés qui seront plus résistants. Pour l'évacuation des eaux grises, on vous conseille de partir sur des tuyaux de gros diamètre, au minimum 25 mm, et vous pouvez utiliser soit des tuyaux souples, soit des tuyaux annelés, soit même des tuyaux en PVC. Les eaux noires, c'est-à-dire les liquides provenant des toilettes chimiques, doivent posséder leur propre réseau d'évacuation qui doit être distinct des eaux grises. Concrètement, ça se traduit par des toilettes qui ont leur propre réservoir, comme les toilettes à cassette. Si vous souhaitez boire l'eau de votre réservoir d'eau propre, il faudra réfléchir à un système qui permette de maintenir l'eau potable dans votre réservoir, voire même un système de filtration qui permette de rendre l'eau potable. Mais comme c'est un sujet qui est assez complexe, on ne va pas en parler dans cette vidéo et on vous renvoie à notre article sur le blog. Et pour mieux comprendre comment concevoir votre circuit d'eau, on vous propose une mise en pratique avec quelques exemples. Comme pour les vidéos sur le dimensionnement électrique et le circuit de gaz, on se retrouve sur le logiciel Google Slides pour faire le schéma du circuit d'eau. Donc le premier exemple qu'on va faire, ça va être un circuit très simple avec seulement 2 jerrycans pour les eaux propres et les eaux usées et un robinet. Donc je vais commencer par dessiner les 2 jerrycans. Voilà nos 2 jerrycans, donc un jerrycan de 20 litres pour l'eau propre et un jerrycan de 20 litres pour les eaux usées. Maintenant on va pouvoir schématiser le robinet et l'évier. Donc voilà, ces deux rectangles verts, ça représente le robinet et l'évier. Et entre les deux, j'ai fait un trait en pointillé jaune qui représente l'écoulement d'eau. Donc maintenant, on va pouvoir représenter la pompe et toute la tuyauterie. Donc voilà, notre circuit d'eau, il est quasiment terminé. On a installé une pompe immergée qui ira directement dans le jerrycan d'eau propre. Donc là, vraiment, la pompe immergée, c'est la meilleure solution pour un petit circuit comme celui-là. Une pompe automatique, ça apporterait pas grand-chose. Après la pompe, on a un tuyau cristal, donc un tuyau souple de diamètre 10 mm qui va jusqu'au robinet. Donc là, il faut faire attention à bien prendre un robinet à contacteur qui servira d'interrupteur pour activer la pompe immergée. Et après, au niveau des eaux usées, on a un tuyau annelé de diamètre 25 mm qui rejoint l'évier et le jerrycan d'eau usée. Et avant de terminer, je vais ajouter à mon schéma les branchements électriques de la pompe. Voilà ce que ça donne avec les branchements électriques. Donc le robinet à contacteur, il va vraiment jouer un rôle d'interrupteur pour la pompe immergée. Quand on va ouvrir le robinet, il y a un contacteur qui va s'activer pour laisser passer le courant et ainsi alimenter la pompe immergée.
Moi je trouve que c'est vraiment la plus grosse contrainte d'une pompe immergée d'être obligé d'utiliser un robinet à contacteur. Ça limite vraiment le choix des robinets. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une solution si vous voulez pouvoir utiliser n'importe quel robinet, ça va être d'ajouter un pressostat. Donc voici le circuit avec le pressostat. Donc cette fois-ci, c'est plus le robinet qui va jouer le rôle d'interrupteur pour la pompe, mais bien le pressostat. Dès qu'on va ouvrir le robinet, il va sentir une chute de pression et il va laisser passer le courant pour alimenter la pompe. Donc là, on retrouve exactement le fonctionnement d'une pompe automatique. Donc voilà, ce circuit d'eau avec ou sans pressostat, c'est vraiment le circuit d'eau minimum qu'on peut installer dans un véhicule aménagé. Je pense qu'il convient tout particulièrement aux petits véhicules où le besoin en eau est vraiment minime et où on n'a pas besoin d'eau chaude ni de douche. En plus, le fait d'utiliser des jerrycans, ça permet de gagner de la place et de mettre les réserves d'eau directement sous l'évier. Par contre, avec 20 litres d'eau propre, ça fait vraiment pas une très grosse réserve d'eau. Donc soit vous pouvez remplacer le jerrycan d'eau propre par un réservoir de 40 litres par exemple, mais la solution la plus simple, c'est juste de rajouter un deuxième jerrycan. Là, il suffira de passer la pompe immergée d'un jerrycan à l'autre quand le premier jerrycan sera vide. Donc voilà pour le premier exemple. Je vous propose de passer au deuxième exemple, qui va être un circuit beaucoup plus complexe, puisque ce sera le circuit qu'on va installer dans notre fourgon. Sur ce van, on souhaite avoir une réserve d'eau de 120 litres, donc on va installer deux réservoirs d'eau propre, un de 90 litres et un de 30 litres. Ensuite, on va ajouter une pompe à eau automatique et un vase d'expansion. Vu qu'on va avoir une douche dans le fourgon, on veut aussi avoir de l'eau chaude, donc on va installer un boiler qui va permettre de chauffer l'eau avec du gaz. Et après, au niveau des équipements, on aura un robinet et un évier dans la cuisine. On aura un second robinet pour la douche avec un mitigeur. Et enfin, on aura une petite douchette pour pouvoir se laver à l'extérieur. Au niveau des eaux usées, on aura un réservoir de 90 litres sous le fourgon. Maintenant qu'on a représenté tous les équipements, on va pouvoir s'attaquer à la tuyauterie. Je vais commencer par représenter le collecteur qui va permettre de distribuer l'eau dans les différents équipements. Donc voici la schématisation du collecteur. Donc on a une entrée ici pour l'eau qui arrive du vase d'expansion. On a trois sorties avec des robinets pour aller vers le boiler, le robinet d'eau froide et la douchette extérieure. Et ici, il faudra penser à ajouter un bouchon pour le fermer. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc tout notre réseau d'alimentation en eau, il sera fait avec des tuyaux souples de diamètre 10 mm. Donc on aura un premier tuyau qui ira du réservoir d'eau propre jusqu'à la pompe automatique, puis de la pompe automatique jusqu'au vase d'expansion, et enfin un troisième tuyau qui ira du vase d'expansion jusqu'au collecteur. Ensuite, à partir du collecteur, on va pouvoir distribuer l'eau sur les différents équipements. Donc sur la première sortie, on mettra un flexible de douche qui ira jusqu'à la douchette extérieure, donc avec seulement de l'eau froide. Sur la deuxième sortie, on branchera un tuyau souple de diamètre 10 mm qui traversera tout le fourgon pour aller jusqu'à un raccord en T qui permettra de distribuer l'eau à la fois sur le robinet de la cuisine et sur le mitigeur de la douche. Et enfin, sur la troisième sortie du collecteur, ce sera le circuit d'eau chaude. Donc on aura un tuyau qui ira du collecteur jusqu'au boiler où l'eau sera chauffée. Puis en sortie du boiler, on aura un tuyau qui va traverser tout l'aménagement pour amener l'eau chaude jusqu'à un raccord en T qui va permettre de distribuer l'eau chaude à la fois sur le robinet de la cuisine et le mitigeur de la douche. Le mitigeur de la douche, ce sera un mitigeur thermostatique qui permettra d'avoir une eau tiède toujours agréable pour la douche et il sera relié au robinet de la douche avec un flexible en inox. Ensuite, au niveau des eaux usées de la douche, on a un tuyau de 25 mm qui va transporter l'eau jusqu'au réservoir des eaux usées en passant par un raccord en T. Et au niveau de l'évier, on a une sortie en 38 mm qui correspond aux bondes Ikea. Donc il faudra prévoir un réducteur de diamètre pour passer en 25 mm et rejoindre le réservoir des eaux usées via le raccord en T. À cette étape, le circuit d'eau est encore très loin d'être terminé, il nous reste beaucoup d'éléments à ajouter et je vais commencer par le circuit de vidange. Donc j'ai prévu 3 vannes de vidange. La première, c'est celle-ci. Ça va permettre de pouvoir vider le réservoir d'eau propre, notamment si on ne se sert pas du véhicule pendant une longue période. Ensuite, on a une vanne de vidange juste avant le boiler, donc celle-ci elle est vraiment obligatoire. Elle va permettre bien sûr de pouvoir vider le boiler si on ne s'en sert pas pendant une longue période, mais surtout elle va permettre de vider le boiler en cas de gel, car il faut savoir que notre boiler il va contenir 10 litres d'eau dans une cuve en inox, et si cette eau vient à geler, alors il y a un gros risque d'endommager la cuve. Concernant la vanne de vidange, nous on va installer un modèle manuel, mais il faut savoir qu'il existe aussi un modèle automatique qui s'ouvre automatiquement en cas de gel.
Enfin, on a une troisième vanne de vidange qui sera située sous le véhicule pour vider le réservoir des eaux usées. Contrairement aux deux autres vannes de vidange, celle-ci on va s'en servir très souvent, donc on va partir sur un modèle beaucoup plus gros avec un diamètre 50 mm pour que le réservoir se vide assez vite. Ça, c'est la coupelle de remplissage qui sera montée à l'extérieur du véhicule sur sa carrosserie, qui permettra de remplir les réservoirs d'eau propre via un tuyau en 40 mm. Bien sûr, il faut aussi penser à relier les deux réservoirs pour qu'ils puissent fonctionner ensemble comme un seul et unique réservoir. Ici en gris, j'ai représenté les évents, donc ça c'est hyper important, c'est ce qui va permettre de faire sortir l'air des réservoirs quand on va les remplir en eau. Bon, cette fois-ci, le schéma il est presque terminé. J'ai ajouté pas mal de détails, notamment sur la localisation des différents éléments, à savoir que toute cette partie elle sera dans le coffre technique à l'arrière du fourgon, toute cette partie au niveau de la douche à l'avant, et ici au niveau de la cuisine à l'avant également. J'ai aussi ajouté une valve anti-retour sur l'évacuation du bac de douche pour éviter la remontée d'eau usée et de mauvaises odeurs lorsque le réservoir sera plein. Au niveau de l'évier, il n'y en a pas besoin parce qu'il y aura un siphon intégré. J'ai aussi ajouté une vanne d'arrêt entre le réservoir d'eau propre et la pompe automatique qui servira uniquement si on a besoin de faire de la maintenance et qu'on a de l'eau dans le réservoir. Maintenant, je vais venir dessiner tous les raccords que je vais devoir acheter en plus pour pouvoir connecter tous mes équipements. Donc voilà, j'ai noté en rouge un peu partout sur mon schéma tous les raccords que je vais devoir racheter en plus. Donc ce sera des raccords en laiton qui vont me permettre de pouvoir brancher mes tuyaux en diamètre 10 mm sur des équipements de plomberie classiques. Donc par exemple ici au niveau de cette vanne d'arrêt, je vais devoir acheter deux raccords qui vont me permettre de passer d'embouts cannelés en diamètre 10 mm à des pas de vis 12-17 femelles qui iront se visser directement sur la vanne d'arrêt. Et au niveau des réservoirs, j'ai aussi représenté tous les raccords que je vais devoir acheter pour pouvoir me connecter. Donc voilà, le schéma d'installation de l'eau est maintenant terminé. Donc là on a un circuit d'eau qui est quand même très complet puisqu'on a de l'eau chaude et de l'eau froide. On a 3 points d'eau avec la douchette extérieure, la douche à l'intérieur et le robinet de la cuisine. Maintenant on va pouvoir se servir de ce schéma pour passer les commandes. On va pouvoir acheter tous les équipements et tous les raccords dont on va avoir besoin. Et on se retrouve dans quelques vidéos pour l'installation. Allez, ciao!